Bonjour, dans cette vidéo, on va faire une introduction aux résistances de matériaux. Je vais résumer le chapitre de résistance des matériaux en 6 parties. L'introduction, c'est le sujet de cette vidéo. Dans les vidéos prochaines, on va faire la sollicitation de traction-compression, la sollicitation de cisaillement, la sollicitation de torsion, la sollicitation de la flexion et les examens nationaux pour chaque sollicitation. La résistance du matériau, c'est la partie de la mécanique qui vise à étudier le comportement des matériaux lors de leur sollicitation afin de valider le mieux possible la condition de non-déformabilité des pièces. Cette étude permet de déterminer les contraintes et les déformations des structures de différents matériaux. Elle est utilisée aussi dans la génie civile pour dimensionner les pentes et les structures. L'objectif de cette étude, c'est le calcul de résistance afin de déterminer les dimensions de la pièce, ou pour la vérification des actions mécaniques en fonction des dimensions et du matériau. Si on connaît les forces et les dimensions de la pièce, on peut choisir le matériau convenable de la pièce. Les calculs de la résistance des matériaux sont fiables si le matériau possède les propriétés suivantes. La continuité, c'est-à-dire le matériau est supposé continu. Par exemple, l'éponge, c'est un matériau non continu. On ne peut pas faire les calculs dm sur ce type de matériau. La deuxième hypothèse, l'homogénéité. Tous les éléments de la matière sont identiques. Dans cette photo, vous voyez deux milieux, le milieu hétérogène et le milieu homogène. La troisième hypothèse, c'est l'isotropie. En tout point, la matière a les mêmes propriétés mécaniques. Par exemple, la ductilité, la fragilité, la dureté. Les solides qu'on va étudier, ce sont des poutres. La poutre, c'est un corps solide dont la représentation géométrique est un volume engendré par une section droite perpendiculaire à la ligne moyenne. La ligne moyenne, c'est la ligne passant par les barycentres des sections du solide. La longueur de la poutre doit être au moins 4 à 5 fois supérieure de diamètre. Les efforts de cohésion sont les efforts intérieurs transmis par la matière. Pour mettre en évidence ces efforts, on va faire une coupure fictive. Cette coupure va diviser la poutre en deux parties, la partie E2 et la partie E1. Les efforts intérieurs sont les efforts appliqués par la partie E2 sur la partie E1. Si on isole la partie E1, les actions appliquées par la partie E2 sur la partie E1 sont le moment mg et la résultante R. La projection de la résultante sur l'axe X, c'est l'effort normal. La projection de la résultante sur la section droite, c'est l'effort tranchant T. La projection de l'effort tranchant sur l'axe Y, c'est TY. Et la projection de l'effort tranchant sur Z, c'est TZ. Le moment mg est aussi projeté sur les trois axes. La projection sur l'axe X, c'est le moment de torsion mt. La projection sur la section droite, c'est mf, le moment fléchissant. Le moment fléchissant suivant l'axe Y, c'est mfy. Et le moment fléchissant suivant l'axe Z, c'est mfz. Le torseur de cohésion, c'est l'effort normal, l'effort tranchant suivant l'axe Y, l'effort tranchant suivant l'axe Z, le moment de torsion, le moment fléchissant suivant l'axe Y et le moment fléchissant suivant l'axe Z. On peut déterminer la nature de la sollicitation en fonction des composantes non nulles dans le torseur de cohésion. Si toutes les composantes sont nulles, à part l'effort normal, c'est la sollicitation de traction-compression. Si on n'a que l'effort tranchant suivant l'axe Y et Z, ou bien seulement suivant l'axe Y ou seulement suivant l'axe Z, c'est la sollicitation de cisaillement. Si on n'a que le moment de torsion, les autres termes sont nuls, c'est la sollicitation de torsion. Si tous les termes sont nuls à part le moment fléchissant suivant l'axe Z ou le moment fléchissant suivant l'axe Y, c'est la flexion pure. Si TY est différent de 0 et MFZ est différent de 0, c'est la flexion simple. La contrainte, c'est une pression, c'est la force appliquée par unité de surface. Elle est définie par la formule. La contrainte en un point M de normale N, c'est la limite de delta F sur delta S, c'est la dérivée de F sur ds. Elle est en mégapascal ou en newton par millimètre carré. C'est la définition générale de la contrainte, mais nous on va voir des formules simples de contrainte en fonction du type de sollicitation.